Ok, donc on est parti, c'est la deuxième partie de la vidéo. Je me suis pas trop démaquillée, c'est bon. Bon, ça va. Ok, donc on est parti de la deuxième partie, donc je vais montrer sur le troisième continent, les temples en question. J'étais en train de me réfléchir parce que j'étais en train de me dire que pourquoi en fait en Australie les peuples n'ont pas eu besoin de changer, mais en fait c'est parce que les gens n'allaient pas là-bas. C'est comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, en fait ils ont adapté leur temple par rapport aux invasions qu'ils subissaient, parce que c'était des peuples matriarcaux et des peuples pacifistes. Donc t'as pas besoin de créer une entité, une énergie de guerre et de protection, donc de guerre défensive, ce que représente Sekhmet, dans un premier temps, parce que t'as pas d'envahisseur, tu dois pas protéger, et c'est pour ça que Sekhmet arrive plus tard, et à la base, je pense même que le terme qui désignait donc Sekhmet était représenté par la divinité. Il y avait une assimilation entre Sekhmet et Séchat. Donc l'énergie guerrier est venue après l'énergie de l'intellect, donc de l'intelligence, qui est la conservation, parce que Séchat représente, donc elle est la sainte patronne des astronomes, donc l'intelligence servait de protection au niveau du peuple. Et c'est de cette entité-là, de cette divinité-là, qui est née Sekhmet par après représentée. Mais elle existait déjà sous la forme d'Hathor. Et du coup, là, par rapport à la vidéo, donc la première partie de cette vidéo, je réfléchissais et je me disais, mais attends, par rapport à ce que je vais vous montrer, donc comment sont représentés les temples en Amérique précolombienne. Et donc, du coup, parce que j'ai ressorti donc, de trois chapitres de mon cours de chimie et de mathématiques. Et en fait, parce que le réseau de Bravais nous apprend que donc, la structure atomique donc, d'une entité va lui donner une énergie potentielle. Et cette énergie potentielle-là peut être exploitée. Et donc, pourquoi le lapis lazuli était la représentation d'Hathor? Parce que, et en plus Hathor étant la divinité de la beauté, on ne parle pas d'une beauté extérieure, superficielle, physique, mais on parle d'une beauté intérieure qui est une harmonie structurelle, un équilibre au niveau des atomes et de sa répartition dans l'espace. Et donc, du coup, je me dis, mais donc, la formation, donc si vous allez vous renseigner, la formation de cette entité, donc du lapis lazuli, comme plein d'autres, mais je prends cet exemple-là parce que c'était une pierre très importante pour le royaume égyptien. Et donc du coup, je me disais, pourquoi? Parce que au Louvre, je l'ai vu et je l'ai montré dans les premières vidéos que j'explique de mes visites au Louvre, le lapis lazuli, donc les ornements, les bijoux, font partie de cette structure sociale et individuelle qui permettent à l'individu d'avoir une espèce de protection. C'était pas du mysticisme, c'était une réalité scientifique, puisque les peuples aujourd'hui autochtones africains ont toujours gardé ces structures qui sont basées sur des bijoux, mais c'est pas juste décoratif, ça et ça. En fait, c'est des choses qui sont utiles. Et l'utilité, c'est la protection énergétique des entités qui apportent le désordre. Et les entités qui apportent le désordre, c'est les bactéries, c'est les virus qui représentent des entités du chaos, enfin pas du chaos dans le sens scientifique occidental, qui est une notion, qui est un paramètre qui n'est pas nuisible dans son sens philosophique, mais voilà, tout ce qui va être virus, tout ce qui va être bactérie, qui va apporter donc de la destruction, de l'harmonie, ça appartient au royaume, à l'univers de Seth. Voilà pourquoi Seth pour moi n'est pas du tout une référence. Et donc, je suis encore dans mes recherches par rapport à ça, pour pouvoir le démontrer. Et finalement, je ne suis pas le canevas des informations que donnent les égyptologues ou même des camitologues qui ont quand même comme référence l'Europe. C'est vraiment mon intuition, mes interactions avec le monde métaphysique. Je ne suis pas une Kenka pour rien. Et mon interprétation donc, de cet univers-là qui me parle beaucoup à travers le symbole, parce que étant dessinatrice, il y a des notions que je comprends. C'est pour ça que je dis le dessin, c'est un art qui est tellement complet, parce qu'il te permet d'avoir accès à des notions qui sont difficilement explicables avec des mots, mais que j'arrive à expliquer à travers le monde scientifique.
Donc voilà. Et donc du coup, il faut une énergie et une pression vraiment extrêmement forte pour pouvoir structurer donc les atomes sous forme cubique. Et donc dans toutes les formes possibles de l'univers. Parce que tout le réseau de Bravais, c'est vraiment les structures qui constituent tout l'univers. Tout ce qui constitue l'univers est basé sur ces structures-là. Donc c'est pour ça que quand on dit que Ra est soumis à des lois, les lois de la maths, ce sont ces lois-là qu'il est question. Vraiment. On ne parle pas des lois de quelqu'un qui débarque et qui dit bon, je dis tac, tac, tac et tu obéis. C'est pas ça, c'est cette structure-là. Et cette structure-là est symbolisée par la spirale. Et j'étais en train de me dire que le plus ancien, la plus ancienne représentation, la plus ancienne artefact qui démontre ça, finalement, ce sont les tablettes enfin, les tablettes. C'est pas les tablettes, non. Enfin, les trucs de Narmer, donc les artefacts qui représentent donc la bataille de Narmer pour l'unification de la Haute et la Basse Égypte, parce qu'il y a les représentations d'Hathor. Donc le carré que j'avais expliqué dans une vidéo, je me dis, oh, mais à quoi ça correspond ce truc, ça représente Hathor, parce qu'en fait, quand on regarde de plus près, effectivement, j'ai regardé, en fait, c'est une femme à tête de vache, c'est une femme, mais c'est Hathor. Et qu'il y a donc ils expliquaient même que la forme des cornes symbolisait quelque chose, parce que là, les cornes donc voilà, il y a des formes qui partent vers le centre et des cornes qui partent vers l'extérieur. Et en fait, ça représente l'infiniment grand et l'infiniment petit. Ça a juste cette référence-là, rien de mystique non plus. Parce que donc, quand j'avais étudié le bouddhisme, il disait oui, quand ça tourne dans un sens, c'est mauvais, quand ça tourne dans l'autre sens, c'est pas bon. C'est bon. Ça tient pas. Parce que le sens de l'univers, c'est anti-horlogique. Pourtant, dans le bouddhisme, ils disent que quand c'est anti-horlogique, c'est pas bon. Et là, tu te dis, l'homme est venu passer mettre son empreinte dedans, parce que c'est pas logique. Quand c'est anti-horlogique, c'est dans ce sens-là. Et ça, c'est le sens de l'univers. Quand c'est horlogique, comme ça, par rapport à l'horloge occidentale, hein, c'est une autre notion, c'est un autre espace-temps, et ça, je sais plus si c'est vers l'infiniment grand, l'infiniment petit, c'est pas ça le sujet, mais ça représente ça. Et donc par rapport à la pierre, donc à ces notions de pierre, je me disais, donc en fait la lithothérapie, c'était pas des conneries, ce sont des notions vraiment scientifiques, mais qui ont été détournées pour rendre ça tellement stupide et inintéressant que les gens ne s'y intéressent pas et pensent que c'est vraiment des bêtises, mais c'est pas des bêtises. Imaginons, j'ai un collier ici. C'est en lapis lazuli, imagine. Le lapis lazuli, par rapport au contact d'une énergie électromagnétique, à chaque fois je bute sur ce mot, c'est quoi ça, donc d'infrarouge, puisque je suis un corps biologique, donc mon corps va émettre cette fréquence infrarouge, puisque le corps est à 36-37 degrés, donc ça veut dire que tu émets de l'infrarouge. Quand on regarde des caméras infrarouges, on peut voir le corps d'un individu, parce qu'il émet des fréquences, il émet une longueur d'onde qu'on appelle infrarouge. Et donc du coup, cet infrarouge-là va avoir une influence sur la structure atomique imaginons, de ce collier que je porte. Mais mon infrarouge à moi n'est pas suffisamment fort pour pouvoir modifier cette structure. On est bien d'accord? Mais il va y avoir une interaction qui est dans le monde de la chimie, ce sont les liaisons chimiques. Et donc là, il y a ces notions de charge partielle, etc., etc. Donc il va y avoir une mise en commun d'énergie. Donc mon corps, mon entité biologique et structurelle d'un milliard de je sais pas combien d'atomes et de molécules vont se coordonner et se structurer par rapport à ça. C'est comme je l'ai expliqué avec ma plante. Mon petit ficus, là, mon bonsaï ficus, il est pas conçu pour pouvoir être aussi grand qu'il est là maintenant. Mais parce qu'il est mis en contact avec une autre plante, parce que en fait, j'ai créé tout un réseau avec mes plantes. Toutes mes plantes sont connectées les unes avec les autres. Quand il y en a une qui va pas bien, t'as l'autre qui prévient. Je l'observe, c'est de l'observation. C'est une dinguerie, mais c'est une réalité. Et donc, c'est pour ça que les Égyptiens portaient autant de pierres. Il y avait autant d'importance dans les pierres qu'ils portaient. Et toutes les pierres ne se valaient pas. Le lapis lazuli, c'est vraiment le must.
Et c'est pas pour rien, parce que c'est une structure cubique et cette pierre est associée à la déesse Hathor, la déesse de la beauté. Mais on ne parle pas de la beauté physique. On parle d'une beauté structurelle, donc la structure de l'esprit aussi. Donc là, je vous remontre. Donc ça, c'est un plafond du temple de Dendera. Hathor, donc vous avez la représentation d'Hathor ici qui est représentée sous forme cubique. Et ici, vous avez ses cheveux qui vont être représentés. Ici, donc, vous avez ces deux spirales. Donc, mais ces deux spirales qui partent toutes les deux dans un sens opposé. Je me montre plus près parce que ça se voit peut-être pas. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que moi, quand j'étudiais le bouddhisme, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh, doucement. Mais finalement, j'avais raison. Ça n'a aucune importance. C'est juste que un va représenter l'infiniment grand, l'autre va représenter l'infiniment petit. Et ce qui se trouve entre, ben, c'est la tête d'une femme. Donc, la femme va représenter le point d'union entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est pour ça que je dis, ils ont représenté finalement l'espace comme étant le corps d'une femme. C'est pas anodin comme information. C'est pas anodin. Parce qu'en plus de ça, cette femme, elle est noire. Et aussi, Hathor représente la belle, mais elle représente aussi l'énergie noire. Hein, qu'ils ont découvert il n'y a pas très longtemps. Et cette structure cubique constitue tout. Donc je vous ai montré les lapis lazuli, je vais vous montrer un autre truc. Ça, c'est de l'architecture de l'Amérique précolombienne. Vous avez vu là? Je vais vous montrer. Attends, c'est une dinguerie. Cette vidéo, c'est une pépite. Quand je l'ai vue, je me suis dit, bon, j'avoue, il faut... Attends. Pourquoi tu me fais une dinguerie comme ça, toi? Pourquoi il m'en met deux? Pourquoi tu me mets deux pages? Ok, je coupe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je coupe. Je coupe, puis je relance parce que YouTube pourrait ne pas prendre ma vidéo juste pour ça, quoi. Et vu que je mets des vidéos, il les publie pas parce que vous n'avez pas droit d'auteur et tout. Donc en fait, il dit, soit. C'est quoi ça? M'emmerde pas. Genre, j'ai mon PC qui m'envoie des messages bizarres. Soit. Je m'en fous, je partage quand même. Ici, je coupe. Je coupe. Donc, je vais vous remontrer la structure. Alors. Hop. Hop. Donc, hop. Je vais vous montrer. Parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a une... Mon PC chauffe. Il y a... Donc, vous avez le carré, mais le carré, il n'est pas plat. Hein. C'est pas une représentation. Donc, il y a une espèce de continuité qui donc... En fait, qui va représenter finalement une pyramide à 4 faces. Hein. Et donc, ici, vous avez la forme G. Je vais mettre mon PC de l'autre côté parce qu'avec le soleil, ça pète. Et donc, vous avez donc cette fameuse spirale qui va être représentée. Donc, vous voyez bien le bazar. Mon PC là, ici, j'espère qu'il ne va pas tomber. Ok, tombe pas. Et donc, vous avez un temple. Donc, je lis d'abord la légende. Ça se trouve donc à Uxmal, donc Yucatan, au Mexique. Donc, ce sont les populations Olmec. Donc, palais du gouverneur, détail de la façade. Et donc ici, vous voyez bien qu'on parle bien de la même structure. Et c'est pas une coïncidence, va te faire foutre. Ça va? T'as vu? Et vous avez ce fameux triangle. Où la structure ici, je ne sais pas si c'est juste à côté où on montre. À l'intérieur. Donc ici, vous en avez donc ici. Donc cette notion d'arc qui permet d'entrer dans une espèce de ville, donc dans la cité, vous l'avez partout. Donc ici, ce sont des serpents représentant. Donc il y a des notions de serpents. Et donc ici, c'est une autre facette, donc une autre partie du temple. Donc vous avez cette fameuse structure. Et comme je vous ai dit, ça va servir de référence
aux architectes égyptiens. Il y a une autre image où on voit ce qui se passe, on voit à l'intérieur, je crois que c'est un tombeau, mais c'est peut-être dans un autre temple. Alors je vous montre aussi, donc, ici, vous pouvez voir, donc, c'est où là? Jusque là, ici, je vois pas l'envers. Donc ici, à l'envers, donc vous avez cette fameuse spirale, cubique, hein, parce que ce sont des briques carrées qui vont représenter, où va être représentée cette fameuse spirale. Et donc, vous avez ces notions de carré diagonale, ici. Ici, là, je montre un peu plus près. Notion de diagonale. Donc, voilà. Et puis ici, vous avez aussi donc, une représentation donc, d'un cube qui est une entrée de porte, en fait. Une entrée de porte où tu peux rentrer dans les temples, qui sont exactement les mêmes structures, comment on dit, pas archéologiques, mais architecturales des temples dravidiens d'Inde. Et il n'y a pas qu'en Inde, hein. C'est toute l'Asie, en fait, toute l'Asie du Sud, tout ce qui se trouve, tous les peuples qui se trouvent en dessous. Il y a plein de peuples, là, désolé, le nom ne sort pas comme ça tout de suite. Il y en a aussi, comment ça, ici, il y a des temples là, qu'ils ont repris dans le livre de la jungle de Disney. Je sais plus, le nom ne vient pas là comme ça tout de suite. Donc ça, c'est le fameux temple que je vous ai montré qui se trouve sur l'alignement d'une parallèle par rapport à un temple qui a été construit par Ramsès II en Égypte. Et donc, ce sont ces fameuses stèles ici. Et en fait, donc, ce sont des calendriers. Donc, je m'étais dit que c'était un calendrier stellaire, mais c'est même plus qu'un calendrier stellaire. Ce sont des horloges. Ce sont même des horloges. Donc, qui sont donc du même type que Stonehenge, en fait. Et donc, c'est compris, et ça devient logique. Parce que vous allez avoir un lever d'une étoile, et donc l'étoile va se lever au-dessus d'un... En fait, ouais, ce sont des calendriers stellaires. Qui va se lever au-dessus d'une étoile. Tu sais que tu as une certaine période de l'année. L'étoile va se lever ici, tu sais que tu as une certaine période de l'année. Et ces temples-là ont souvent des bassins aux alentours qui donnerait l'impression qu'à une certaine période, il va y avoir remplissage de ces bassins. Mais on ne parle pas d'une eau stellaire. En plus, là, avec l'hélium qui devient liquide quand ça s'approche du zéro absolu et qui défie toutes les lois de la physique, maman, on est dans la quantique, hein. C'est l'énergie quantique. Et l'atome d'hélium, c'est pas n'importe quel atome, j'adore. C'est l'atome qui va créer dans ses transmutations nucléaires, donc qu'on appelle réaction triple alpha, elle va créer du carbone. En gros, s'il n'y a pas d'hélium, il n'y a pas de carbone. Et s'il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de vie sur Terre, ni même dans l'espace, j'attends. Parce que j'ai retrouvé un article, donc j'ai pas fini ici. Je vais lire l'article. Un article de mon cours, hein. Un article qui parle du carbone. C'est quand même costaud. Parce que ça va... Et après, comme ça, je vais rebondir parce que j'ai sorti 2-3 chapitres de mes cours. Et après, on va parler des Dogons parce que j'ai sorti mon livre de Cheikh Diop qui parle des Dogons et qui explique. Donc ici, vous avez cette notion donc aussi qui fait partie donc, des ornements, de l'architecture donc des temples précolombiens. Et donc ici, vous avez donc c'est le dieu, je crois que c'est Yucatan, comment il s'appelle 118 Tiahuanaco. Donc oui, maman. Tiahuanaco. Donc les portes du soleil. Portes du soleil, donc comme je vous ai dit, c'est représenté avec une tête de lion. Donc le lion symbolise le soleil, ici. Et en fait, le lever héliaque. Et maman. Comme je vous ai dit, en observant le lever héliaque de l'étoile Sirius, en fait, le soleil se trouve dans la constellation du lion. T'as vu? Il y a quoi sur le temple, sur le comment on appelle ça, le plateau de Gizeh? Le sphinx, ah oui. Et le sphinx, c'est quoi? C'est pas un lion? Donc ce sont des portes. Donc les portes, c'est quand vous entrez dans un autre espace. Et c'est ce que représente l'étoile Sirius. Parce qu'en plus, j'avais pas lu, parce que j'avais pris surtout le livre de Cheikh Anta Diop par rapport à ça, par rapport aux représentations donc
Ça s'appelle en mathématiques géométrie analytique de l'espace. J'avais trouvé ça super intéressant en cours de maths parce que je me suis dit, en fait, c'est exactement ce que je fais quand je dessine. Sauf que mon cerveau, là, direct, ne se le dit pas quand je dessine. Mais c'est ça. Quand tu vas représenter un dessin qui est en mouvement, c'est ce que tu fais instinctivement dans ton esprit dessinateur, c'est ce que tu fais. Enfin, tout ça, tous ceux qui dessinent savent très bien de quoi je parle. Et en fait, quand tu vas faire des cours d'école des beaux-arts et tout, en fait, on t'apprend à maîtriser ça. J'avoue que moi, je ne le maîtrise pas à 100%. Je fais pas des dingueries. Parce qu'il y a des gens qui font vraiment des dingueries en dessin. Mais j'ai pas ce haut degré de maîtrise, mais je le comprends. C'est pour ça que je dis que je suis une dessinatrice, même si j'ai pas de diplôme des beaux-arts. Donc voilà, donc ici il y a une représentation plus grande d'une stèle, donc qui sont représentés sur ces temples-là. Et donc du coup vous avez donc un bonhomme qui va avoir une tête humaine et qui du coup à une certaine période de l'année va avoir une espèce d'étoile au-dessus de la tête. T'as capté? Je sais pas, hein. Parce que ça, c'est un soleil, donc c'est une étoile. Et Sirius, c'est une étoile aussi. Et là, ça devient cohérent. Là, tu te dis, ouais, c'est logique. Et en fait, ils sont pas cons, ces gens. Mais ils ont fait ça simple. Surtout dans le respect de la nature. Tu pollues rien quand tu fais ça. Et c'est tellement... Et en plus, c'est joli. Bah, c'est tellement joli que ce sont des patrimoines des patrimoines de l'UNESCO. Des zones protégées. Beaucoup de touristes, mais bon, enfin, soit. Hein? C'est à peu près ça, hein? Chouchou. Non, franchement, je trouve ça génial. On ne peut pas dire que c'était des peuples primitifs. C'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure. Donc, on ne peut pas appeler ça des peuples primitifs. Ils sont ingénieux et en plus, ils le font dans le respect et l'harmonie de la création. Donc là, ils sont vraiment dans une forme de dévotion pour le créateur sans polluer ses créations. Donc on est dans le respect le plus total. Là où ici, le monde occidentalisé va créer des choses, ouais, mais qui va détruire. Tout ce qui va être numérique va être basé sur quoi? Sur le pillage du Congo. Tout ce qui va être cosmétique, c'est le pillage du minerai en Inde. Je ne sais plus le nom du minerai. Non, c'est publié, c'est une vidéo que j'ai pas publiée. Une vidéo que j'ai pas publiée qui parle de ça. C'est le minerai qui se trouve dans les âmes... tous les maquillages, hein. C'est pour ça que je me maquille. J'essaie de me maquiller le moins souvent possible. Parce que du coup, je participe pas à ce bordel, quoi. Donc, quand vous êtes en mode maquillage Kardashian, c'est... Dis-toi que ce sont des petites mains qui sont parties dans des mines chercher le minerai qui va permettre à ton maquillage d'être waterproof, supra brillant. Et toutes ces conneries et toutes les couches que... Ah, c'est pas mon délire, désolé. Soit. Donc ici, je vais lire l'article sur le carbone. Et en fait, le soleil, il est en train de... Ouais, ça me fait du bien, mais sans... Faut que je rajoute le ventilateur. Sinon, je vais commencer à suer. Ça se voit pas encore, c'est pas grave. Ici, ça se voit un peu. Un peu de soit. Bon, et puis après, on va partir sur les mathématiques. Donc, j'ai montré le truc. C'est ça que je voulais récupérer. Donc, j'ai parlé du temple. Et ici, je voulais montrer. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai parlé du social, mais je vais y arriver. On va y arriver. Donc, ici, donc j'ai parlé, je suis ce que j'ai noté. Donc les temples des Amériques. Donc la carte du ciel par rapport au calendrier. Donc les heures et les constellations. Donc ici je vais revenir sur les Dogons avec Cheikh Anta Diop. Puis on retourne en Égypte. J'ai parlé des vidéos de l'astrophysicien qui dit qu'ils avancent pas. C'est pour expliquer pourquoi, de toute façon ça c'est déjà fait. Quoi? Je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit, je suis chaud. Ah oui. Ouais. Ça aussi, il faut que j'en parle. Je crois que j'ai compris pourquoi les Égyptiens faisaient référence au culte du père, donc de la mère et le fils. Donc, mais en fait, c'est peut-être Cheikh Anta Diop qui va l'expliquer. C'est un couple, Fallon.
Il y a aussi cette notion de couple. Moi, en fait, j'avoue que j'ai peut-être un peu mis le mec de côté, l'énergie masculine un peu trop vite de côté. Il y a cette notion de couple par rapport au système de Sirius. Et tu sais, quand Adiak en parle dans son livre Civilisation et barbarie concernant les Dogons. Et je vais lire ce petit extrait-là pour parler de ça. Et je vais voir en fait, donc avant de me lancer dans ce que j'ai hypothétisé, je vais voir ces références-là. Donc après, on revient sur les mathématiques, donc je peux revenir. Ici, on est dans les mathématiques avec les équations, et etc. Mais peut-être que je voulais... Là, je vais montrer avant de rentrer dedans. Donc, avant de lire l'article concernant le carbone. Donc, cette notion, en fait, le carbone, c'est donc le sixième élément. Sixième élément comment ça s'appelle, du tableau de Mendeleïev. Et donc ça veut dire que c'est le sixième atome qui a été créé dans l'univers pendant la création de l'univers et pendant l'expansion de l'univers. Donc j'ai expliqué, le carbone, il a été créé par une réaction atomique qu'on appelle triple alpha. Donc vous avez 3 atomes d'hélium qui vont donner un atome de carbone. Il faut savoir que tout ce qui constitue le vivant et le non vivant, enfin comme les pierres, comme beaucoup de pierres, part du carbone. Donc c'est super important d'étudier le carbone. Quand vous avez les structures atomiques, les structures moléculaires de l'atome, de l'ADN, donc ici donc la biologiste Eugénie Dosakanem en parle aussi, donc de l'épigénétique transgénérationnelle. Vous avez donc quand elle parle de, comment on appelle, donc d'une des bases qui peut être modifiée qui va modifier le comportement et la structure de l'ADN d'un individu qui va se transférer d'un individu à un autre. Donc on parle d'un groupement méthyle, donc c'est du CH3. Donc tout part du carbone. Donc si tu comprends le carbone, tu peux modifier ça. Donc c'est des structures que tu peux modifier donc sur le plan moral à travers l'éducation, parce que l'environnement c'est 50% de ton identité, mais les 50 autres pourcents sont aussi utiles. Et donc si tu ne maîtrises pas ce que veut dire le carbone, et dans toutes ces représentations et toutes ces applications, tu peux rien faire. Et c'est ça, en fait, le réseau de Bravais, c'est ça. Le réseau de Bravais, c'est le cube par rapport à ça. Parce que, comme je l'ai dit, par rapport à l'exemple de mes plantes, une structure va être influencée par la structure qui l'environne. Donc finalement, les 50% de l'environnement qui va modifier ton être, je l'observe à travers les plantes. Donc je sais que c'est quelque chose qui est vérifiable et qui est vérifié. Et que même les cristaux sont basés sur ça. J'ai peut-être pas terminé quand je voulais donner l'exemple sur le lapis lazuli. Si je lui ai dit que finalement, donc la structure atomique de la pierre lapis lazuli va avoir un impact sur ta structure. Et donc là, c'est la notion de plasma qu'il faut maîtriser, mais parce que la notion de plasma fait référence à ça aussi. Parce que le plasma va donner une explication sur le plan mathématique et physique de l'expansion de l'univers, donc de son mouvement. Et il n'y a pas de mouvement s'il n'y a pas de vie. Parce que une pierre va se... Qu'est-ce qui crée la structure cubique d'un élément? Finalement, ce sont les mouvements de ces électrons. Et les électrons ici du carbone sont au nombre de 4. Vous avez 4 bras. Ces 4 bras ont une infinité de structures qui vont permettre de créer la vie, de créer les minéraux, de créer les végétaux, de créer l'animal, de créer la terre, puisque son cœur, c'est un noyau de fer, le fer Fe3+, donc qui est mis dans une certaine pression, dans une certaine luminosité électromagnétique infrarouge, puisque c'est de la chaleur surtout. Et donc vous avez un espèce de plasma, et ce plasma-là va créer quoi? La magnétosphère, juste ça. Pas capté? Je suis chaud. Ça commence à chauffer, ça. Regardez-moi ça. Soit, donc je commence à lire et non, avant de parler de ça, donc je vais vous montrer. Là, c'est mon cours de chimie. Donc les liaisons chimiques, donc voilà, donc ça fait référence à ce qui va permettre à quelque chose de liquide. Et en fait, je pourrais lire ce texte. Je pourrais lire le cours pour expliquer la vidéo que je vous ai montrée sur le lapis lazuli, parce que ça explique ça en fait. Donc la dissolution
Donc en soluté, donc le solution, soluble ou pas soluble, polaire ou pas polaire. Et donc là, ici, on parle de la répartition énergétique, donc électromagnétique, puisqu'il va y avoir un pôle négatif et un pôle positif. En fait, c'est décortiquer ce que représente l'énergie du plasma. Parce que l'énergie du plasma, ce qu'ils appellent donc la zone d'exclusion, c'est une partie qui va se mettre dans une zone qu'on va appeler pôle positif, ici, et une autre partie qui va se mettre dans une structure qu'on va appeler pôle négatif. Et donc là, ici, vous avez ce symbole qui va représenter comment les charges partielles. Et donc ici, vous avez une structure. Donc ici, c'est H2O. Ah oui, H2O. Et donc ici, là, en fait, vous avez la représentation schématique, finalement, de ce qu'on appelle la zone d'exclusion. Donc ce que moi, j'appelle la magnétisation de la molécule d'eau. Donc elle va se dissocier donc dans les parties. Et ici, pourquoi elle est positive? Parce que donc la dissociation ionique donc de l'atome d'ici d'hydrogène va donner des électrons. Donc il va se charger positivement. Et l'autre, l'électron qui est le plus électronégatif, va prendre les électrons. Et donc il va se charger négativement. Et donc ici. Mais on parle des électrons. Et si on veut rentrer dans le monde quantique, on va parler des constituants des électrons, donc des quarks et des bosons. C'est ça, et encore plus petit là. Et donc, eux vont donner cette notion de matière ou de particules ou d'ondes, et selon le fait que ce soit une particule ou une onde, il va avoir donc quand tu es sous cette notion d'onde, tu ne représentes plus le monde matériel, tu représentes le monde non matériel, donc le monde invisible. Et là, tu rentres dans la quantique. La physique des plasmas, ici, j'ai checké encore ce week-end dessus, ont des références. Donc, les lois physiques utilisées pour la physique des plasmas sont les lois, les notions de boson, les notions de Maxwell. Donc, on est dans la physique quantique. Donc, le plasma fait référence au monde métaphysique. J'avais raison. C'était une intuition au départ. Bon, maintenant, après, il faut rentrer dedans. Parce qu'il y a des gens, ils font des études de ça depuis les années 50. Ils n'ont encore rien trouvé. Donc, je ne vais pas prétendre, moi, mettre ma pierre à l'édifice dans ce monde-là. On va se calmer bien vite et bien fort. Parce que moi, je pense sincèrement que les ancêtres ont déjà fait tout le travail. Mais il y a une notion très importante. Parce que cette notion de plasma va être symbolisée par madame ici, là. Parce qu'elle représente les 4 faces. Quand dans les temples, on va représenter sa tête 4 fois, parce qu'elle représente donc ce qu'on appelle la rose des vents. Et la rose des vents, c'est quoi? C'est l'énergie électromagnétique. Parce que effectivement, quand on parle de l'énergie, de la chaleur, qui est à chaque fois je bute sur ce mot, c'est une dinguerie. L'infrarouge, c'est une énergie électromagnétique. Parce qu'il y a des longueurs d'onde. Tout le monde électromagnétique et quantique représente le pouvoir d'Hathor. Et c'est Isis Hathor. Et c'est la raison pour laquelle, dans les mythes osiriens, il est... Moi, je me suis posé la question, je me dis, t'as déjà entendu parler que Isis Hathor mourait quelque part à un moment donné? Elle meurt pas. T'as entendu que Hérou mourait? Il meurt pas. Même Nephthys. Est-ce que tu entends à un moment donné que Nephthys meurt? Elle meurt pas. Par contre, vous direz, il meurt. Et Seth, il est neutralisé, donc en gros, il est mort. Enfin, en tout cas, il est dans l'incapacité de nuire. Et surtout, il n'a pas de royaume et il ne fait pas partie de la création. Et donc, du coup, j'aimais bien parce que donc ici, il y a cette répartition. En fait, c'est ça. C'est une dinguerie. En gros, tous les adolescents ont cette notion de l'énergie. On parle aussi d'une énergie de réserve. Donc, on parle d'une énergie potentielle que possèdent les cristaux. Donc là, ici, c'est une molécule de NaCl. Donc du sel, bêtement du sel. Et tous les cristaux sont basés sur ça, puisque le réseau de Ravé dit qu'il y a 8 trucs. Et ici, donc par rapport aux notions de dessin, je mélange un peu tout, désolé, mais parce que pour moi, tout est lié. C'est ce que j'ai pas arrêté de dire à mes profs. Ils m'ont pas écouté, mais en fait, je suis contente parce que j'ai raison. Maman. Donc ici, vous avez donc une structure qu'ils appellent monoclinique.
c'est ça? Donc en fait, où il y a, oui, donc vous avez comme une espèce de carré, mais qui est allongé, parce que toutes les formes du réseau de Bravais ont pour base le cube. Donc du cube vient d'autres formes, dont il y a même le trapèze, qui en fait a un carré avec avec un demi-triangle. Mais c'est ça. Et donc vous avez des structures, donc des pierres qui vont avoir, donc il faut voir les vidéos qui parlent de ça, où ils donnent à chaque fois un exemple de pierres qui ont cette structure-là. Ça veut dire que la structure de la molécule, donc la plus petite entité de cette entité-là, donc de cette pierre-là, en général ce sont des pierres précieuses, etc., vont adopter cette structure-là. Donc vous allez couper, vous allez péter le truc en deux, et vous allez observer ce genre de mini structure. Je vais vous montrer, j'ai une pierre ici, j'en ai 2, 3, enfin, c'est pas du lapis lazuli, c'est une pierre qui, je pense que c'est une étape intermédiaire entre le lapis lazuli et celle-là, parce qu'elles ont presque les mêmes propriétés. Je vais prendre ces deux-là. Donc ici, c'est comme j'aimais bien mettre ces trucs là ici au soleil, parce que ça fait des reflets comme ça, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pour ça qu'on voit ici la notion de transparence. Enfin, surtout on voit pas très bien, c'est pas grave. Et donc vous avez cette pierre bleue un peu, et on voit pas bien. Non, on voit pas bien ici. Mais moi ici je vois bien. Moi je vois. Et donc du coup on peut constater, parce qu'il y a des endroits où il s'est un peu fissuré, et aux endroits où c'est un petit peu fissuré, on voit, vous voyez la face du truc ici, on voit qu'il y a quand même une forme de structure un peu carrée comme ça. Enfin, moi je trouve ça vraiment génial, j'adore ces trucs-là. Je trouve ça super intéressant, et c'est de la science. Bon, je les remets chargés. Je les remets chargés. Donc, je voulais reprendre par rapport à ça. Donc, par rapport donc la configuration spatiale des molécules et la cohésion intermoléculaire. Parce que ça permet en fait de créer des liaisons. Et ces liaisons-là vont permettre en fait de créer des structures beaucoup plus, qu'on appelle des méga... des méga-molécules, des molécules beaucoup plus grandes. Et ces molécules plus grandes, par exemple associées avec du carbone qui a 4 bras, mais en fait c'est comme ça que la vie se crée en fait. Je viens de vous donner le détail structurel de comment les molécules vont s'associer. Maintenant c'est beaucoup plus complexe que ça, hein, avec les acides aminés, etc. Mais au niveau structurel, tout n'est que fractal, donc ce sont basés sur ces modèles-là. Et donc, du coup, vous avez ici... Putain, le soleil, ici, toi, tu... Ouais, on ne peut pas dire que le soleil nous emmerde. Maman. Donc, vous avez ici... donc, je ne sais pas si c'est celle-là. C'est laquelle? Où il y a... tétra... Je crois que c'est celle-là. Hein. Il y en a 4. C'est laquelle? Il y en a une comme ça où il y a 4. En fait, il y a une représentation. Je pense que c'est... Mais non, parce qu'ici, il y en a 3. Je pense que c'est celle-là. Non. Donc, c'est une pyramide tétraédrique. Donc, c'est une structure pyramidale. Mais non, en fait, ici, il y a 3 faces, c'est pas 4. Donc, je me suis un peu trompée. C'est pas tout à fait exact ce que je viens de... Mais... 1, 2, non, il y en a 3. Il y en a 3, pas 4. Mais en fait, si, dans une molécule, lorsque les centres de charge sont confondus, on dit que la molécule n'est pas un dipôle ou qu'elle est apolaire, donc non polaire. Donc le caractère polaire ou apolaire dépend non seulement du caractère polarisé des liaisons, mais également de la géométrie de la molécule. Voilà pourquoi je voulais prendre cette référence-là. Et donc du coup ici vous avez le carbone que j'avais trouvé j'avais lu ça quoi, donc attends, mon cerveau vide enregistre les images de 2 jeunes filles qui s'affrontent sur un court de tennis, la raquette frappant prise dans la petite balle,
Un avion brillant comme un diamant trace un long panache de fumée blanche. Nanani, nanana, bon, ça pour introduire l'article. Donc, source de vie et d'objets. Le carbone est un élément unique qui est à la base de la chimie organique et de la vie. Pas de carbone, pas de vie. Aucun atome ne possède ses propriétés chimiques et physiques remarquables et sa versatilité. En effet, le carbone peut non seulement se lier à une myriade d'autres atomes, tels que l'hydrogène ou l'oxygène, mais il peut également se connecter à lui-même pour former une infinité de composés, propriétés inattendues et aux structures remarquables, qui pourrait dire, sans le savoir auparavant, que la mine d'un crayon et un diamant sont constitués d'un seul et même élément, le carbone, qui peut relier la suie d'un vélo de compétition ultra léger mais particulièrement robuste à des raquettes de tennis et un avion ou à un écran de télévision, parce que l'écran noir en fait c'est du carbone. Peuvent être linéaires, en fil ou en bidimensionnels ou en plan, donc une feuille de papier, ou encore en tridimensionnel comme des petites pyramides à 4 faces. Mais c'est ça que je voulais dire en fait, chouchou. Mais ici j'en vois que 3, c'est quoi? C'est pas celle-là en fait. Donc la pyramide à 4 faces a une référence. Et moi, par rapport à ça, pour moi c'est une certitude, les tombeaux pyramidales du plateau de Gizeh ne sont pas que des tombeaux. Ce ne sont pas que des tombeaux, ce sont aussi des berceaux. Et là, du coup, la cosmogonie des Dogons me le rappelle. Tout simplement, c'est vraiment ça. Donc l'arrangement dans l'espace de ces atomes serait responsable des propriétés de la substance ainsi formée. Donc le carbone va avoir une structure 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, donc ceci, sous cette forme-là, il va avoir cette structure cubique parce que comment on appelle ça, le diamant a une structure cubique. Et donc du coup, vous allez voir, ça donne des constituants totalement différents. Donc ici, donc on a représentation géométrie analytique de l'espace. Donc là, ici, on est dans l'air que représente la forme et pas dans l'énergie qu'apporte cette forme. Et donc, du coup, donc vous avez différents plans. Donc, comme il explique en différents plans, donc vous avez ici les 3 plans. Donc, vous avez les 3 représentations. Quand je parle d'équation paramétrique, c'est de ça que je parle. Ces représentations-là. Voilà, donc vous avez un plan, un autre plan, et vous avez généralement un 3e plan qui vient se dessiner. Et donc, c'est de cette base-là que le calendrier kamite a été créé. Mais pour avoir ces notions-là, il faut avoir des notions mathématiques bien solides, chaton. Bien solides. Parce que même moi, là, même si c'est des cours que j'ai déjà réussi, il faut que je révise parce que j'ai peur de dire des conneries parce que c'est vraiment costaud. Donc ici, donc, vous avez donc, la représentation des intersections pour pouvoir faire des équations. Donc les équations, oui, c'est mes équations, mon cours d'équations paramétriques. Et donc ici, vous avez donc les structures que ça peut créer. Et donc là, si vous comprenez la logique que je veux expliquer, donc du coup, vous avez ici le cube. Vous avez ici donc les représentations. C'est comme je vous disais, hein, donc le trapèze, ça va être un cube avec une autre forme qui va être sous forme triangulaire. Et donc, il va faire interagir 2 autres entités. Une autre entité, donc un autre type d'énergie. Parce que la répartition énergétique donc d'une structure cubique ne sera pas la même qu'une structure triangulaire. Mais la structure triangulaire va provenir d'une structure cubique. Tout part du cube. C'est ce qu'on apprend dans le réseau de Bravais, le système de Bravais et donc parce qu'il y a encore un peu plus loin que le réseau de Bravais, mais je connais pas encore par cœur, donc je maîtrise pas, donc je vais pas plus loin. Mais encore plus loin que le réseau de Bravais, où là vous avez une 70aine d'assemblages, mais qui part de cette base qui est le cube, et tout le réseau de Bravais est basé sur le cube. De quel cube on parle? On parle de celui-là. Parce que toutes les mathématiques, toutes les applications, tous les calculs mathématiques peuvent être pris par la table de 2. Et c'est comme ça que les Africains faisaient pour faire des mathématiques super compliquées. Que je vous ai expliqué, même le nombre phi part sur ça. Parce qu'en fait, vous avez un cercle, mais dans ce cercle, vous allez avoir après 2 cercles. Quand vous faites les représentations graphiques de la formule mathématique, phi.
une dinguerie. Ah, moi, je suis à fond dans les maths. Donc, voilà. Et donc, ici, vous avez donc des angles. Donc, à travers un angle, vous avez, en fait, vous avez une quantité d'énergie. C'est pour ça que les équations paramétriques sont très intéressantes à calculer. Parce que, du coup, pour faire... au niveau du temps, de l'espace, donc de l'énergie, de la distance, vous allez avoir toutes des notions qui vont vous permettre après d'avoir des mesures qui peuvent permettre ensuite, de ça tu crées le calendrier, tu sais qu'il va revenir X temps après. La seule chose que tu as à faire après tes calculs mathématiques, c'est de vérifier et en fait tu dois juste attendre. C'est aussi simple que ça. Et pour vous dire, c'est une dinguerie. Ça c'est pas celle-là. Ça c'est genre ça, c'est mes petites réflexions. Et donc, du coup, je trouve ça intéressant parce que dans les représentations architecturales, il y a cette notion du serpent qui fait référence en fait à la spirale. Et donc, j'ai instinctivement, je sais pas, un jour, je sais pas ce que j'avais bouffé ce jour-là. Donc, j'ai commencé à essayer de représenter donc, cette représentation de serpent. Et en fait, il faut pas voir ça sur le plan 2D, il faut prendre ça sur le plan 3D. En fait, c'est une représentation 3D. Mais je sais pas si on voit bien. C'est une représentation 3D. Et en fait, ici, quand tu regardes, en fait, c'est 2 triangles. C'est une représentation 3D d'un triangle ici. Vous avez une face. En fait, c'est du triangle à 4 dimensions. Donc, vous avez une face, 2 faces, la troisième face ici qui n'est pas visible et la quatrième face aussi qui n'est pas visible. Vous voyez? Une représentation de 4 faces. Et puis, donc, ici, vous avez... Donc, ici, le symbole du serpent, en fait, qui représente l'énergie de fréquence. Et la loi, la formule de la fréquence, la fréquence est l'inverse proportionné du temps. Donc la fréquence est quelque chose qui interagit dans le non-espace-temps. C'est la quantique, chaton. C'est comique. Moi j'aime bien. Hein. Ah, moi j'adore ces trucs-là. C'est mystérieux, c'est sympa. Et donc, du coup, oui, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, par rapport à ça, vous allez avoir donc, une référence. Donc, quand vous avez trois paramètres, donc 3 plans qui se superposent les uns aux autres, vous pouvez avoir un point. Et ce point-là, en fait, ça va représenter finalement, dans les équations paramétriques, pour pouvoir trouver l'étoile Sirius, pour pouvoir avoir la référence de l'étoile Sirius, vous allez avoir, donc, par rapport à ça, en fait, comment on appelle ça? La position de l'étoile à un instant T bien précis. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut faire le lever et le coucher iliaque d'une étoile. Vous êtes obligé, parce qu'après vous allez avoir des données comparatives, et après il faut faire tous les calculs mathématiques, et je vous avoue que ça fait vraiment mal à la tête. Il faut vraiment faire ça quand on est vraiment dans une bonne dynamique. Ouais, non, je fais des fois, je réfléchis à des trucs, je comprends même pas moi-même. Mais le pire, c'est que, genre, elle fume même pas. Il faut vraiment que j'ai l'esprit vraiment bien ouvert. Et j'avoue que même en fumant de la ganja, des fois ça limite. Hein. On pourrait croire que c'est l'inverse, mais non. Moi, je réfléchis des fois des trucs de dingue. Mais vraiment quand je suis sobre. Donc finalement, ça se tient. Donc les deux se tiennent, mais on peut aussi le faire en étant... Parce que le cannabis n'est pas nocif, c'est juste de la géopolitique, stratégique, économique, mais sinon ça n'a rien de nocif. En tout cas, ça n'a jamais tué quelqu'un. Enfin si, ça dépend. Oui, mais ça dépend ce qu'il va être dedans. Je parle de la plante en général. Ça c'est du biceps chouchou. C'est trop frais au soleil. Donc ici, on est à Tchekonta Diop, je suis à 49 minutes. Je pourrais peut-être passer à la troisième partie, je sais pas. Donc je termine avec les dogons. Parler des dogons. Donc ici, Tchekonta Diop à la page 334. Donc, me confirme. J'ai pas étudié tout ce qui va représenter les lois mathématiques qui va représenter dans son livre Civilisation en barbarie. Mais ensuite ici, donc voilà, les mathématiques ont été inventées par les Égyptiens. C'est même plus à débattre. Je le sais depuis fort longtemps, même avant de connaître toute l'historique donc, du panafricanisme, etc. Mais donc, ça me confirme ici, donc, par rapport à mes recherches donc, des équations paramétriques et du réseau de Bravais, que je suis en bon chemin.
parce qu'ils font ces références-là, et donc ce sont des notions qui étaient des notions connues par les Égyptiens. Donc quand on parle du réseau de Bravais, parce que le nom Bravais vient du gars qui l'a découvert, t'as vu? C'est comme les lois de Kepler. Parce qu'il y a la ceinture de Kepler aussi dans le système stellaire dans lequel on est. Il y a la ceinture de Kepler, mais je ne sais pas si la ceinture de Kepler, c'est le truc de glace. Je vais vite regarder là maintenant. Donc ici, j'ai pris des références. Donc ici, donc, ils construisent les tombeaux. Parce que c'est aussi des tombeaux. Et ils vont représenter les tombeaux comme ils vont représenter... j'ai pas allumé la lampe là, ici. Ça pourrait peut-être m'aider. J'ai l'impression des fois que je suis pas très visible. Elle n'est pas branchée. Attends. Parce que, en fait, les Égyptiens avaient pour notion de référence de se dire que on retourne là où on vient. Parce que les premiers artefacts qu'ils ont trouvés, les premières tombes qu'ils ont trouvées d'Égyptiens, ce sont des personnes qu'ils ont enterrées avant les momifications, qu'ils ont représentées comme étant en position fétale avec leurs objets personnels dans un cercle avec des pierres autour. Ce serait vraiment intéressant de savoir c'était de quelle pierre en question. Donc ça veut dire que les Égyptiens, pour eux, retournaient de là où ils venaient. C'est pour ça qu'ils font des représentations de barques. Parce qu'on ne parle pas de n'importe quelle eau. Mais on parle d'une eau qui va créer le carbone. Et le carbone, c'est la vie. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est un article ici. Je n'ai pas les références de l'article. Le carbone, c'est la vie. Et le carbone est créé comment? Par l'atome hélium. Avec sa grande implication qui devient un superfluide quand il se rapproche du zéro absolu. Et quand il se rapproche du zéro absolu, c'est le zéro Kelvin, là, je sais pas quoi. Et donc il devient un superfluide qui n'est plus dans les lois de la physique classique. Mais on rentre dans les lois de la physique quantique. Et les lois de la physique quantique, c'est qu'il peut être à plusieurs endroits en même temps. Et ça, c'est la première information. C'est ça que j'avais appris donc, quand j'ai étudié donc, avec Einstein, sa loi de relativité. C'est que quand on observait les étoiles, c'est quand tu observes dans la direction d'une étoile, tu es sur cette étoile. Tu es à deux endroits en même temps. On est dans la physique quantique. Et pourquoi l'individu noir plus qu'un autre? Parce qu'on est directement issu des étoiles. Heureusement que j'ai étudié dans les écoles des Occidentaux, parce que moi, la première chose que j'apprends concernant l'Empire romain, c'est qu'il y avait les patriciens et les comment ça s'appelait le bas peuple? C'était les tribuns de la plèbe, donc les tribuns, donc le bas peuple, quoi, ceux qui servaient d'esclaves, surtout. Donc les pharisiens ou les parisiens, je ne sais plus, donc qui constituaient l'élite romaine, ils se disaient descendants directs des étoiles. Mais en fait, cette notion, elle est réelle, mais que pour les mélanodermes, étant porteurs de mélanine, on vient directement des étoiles, puisque la mélanine a cette pigmentation grâce au carbone. Et ce carbone, il vient d'où? Il vient directement de la réaction triple alpha d'une étoile. Donc nous, on vient directement des étoiles. Donc ça veut dire que aussi l'information est peut-être juste. Les premiers habitants de l'Italie, donc, étaient noirs. Il n'y a pas d'autre explication. Hein. Il n'y en a aucune autre. Donc pourquoi vouloir ressembler à des chrétiens ou à des musulmans si toi tu descends directement des étoiles? Pourquoi vouloir ressembler à l'Occident si tu sais que toi tu descends directement des étoiles? Quand tu comprends ces notions-là scientifiques, hein, il y a plein de trucs qui t'intéressent plus, en fait, dans ce quotidien lifestyle à l'occidental. Et ça dérange. Moi, j'ai remarqué, hein, les blancs, les occidentaux, ceux qui se considèrent comme blancs, ils n'aiment pas avoir des gens à côté d'eux qui les envient pas de ce qu'ils sont. Et malheureusement, c'est ce que je suis en train de subir avec mes enfants. Le modèle occidental ne m'intéresse pas. C'est logique. Quand je vois les adultes que ça donne, ça me donne pas envie. C'est pas ce que je veux pour mes enfants. Forcément, c'est logique, on veut ce qu'il y a de meilleur. T'as vu? Je vais chercher le ventilateur parce qu'il commence à faire chaud. Je jure.
Donc, je vais le taper où? Parce que d'habitude, je le mets toujours là. Je fais comment? On fait comment? Dinguerie. Et puis, il faut que j'avance les pieds. Hop. Je sais pas où je vais le mettre. Toi aussi. Et non. Et maman. Mon PC, non, 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 non. On va tout défoncer ici. Je vais le mettre là quand même. Hop là. Bon. Je vais le mettre là en espérant que je ne foute le bordel parce que c'est un peu compliqué. Parce que ma petite a pété le truc. Mais il sert. Hein. Oh, dis, ça fait trop du bien. Attends. Hop là. Hop. Viens ici. Parfait. Parfait. Parce qu'il y a un peu de vent, parce que j'avoue que là, ça commence à chauffer. Ça chauffe! Bon, je continue. Je suis quand même bien. Je suis bien là. Je suis dans mon truc. Mais ici, il faut qu'il tourne plus de mon côté. Tourne de mon côté. Tourne de mon côté. Vas-y, viens vers moi, chaton. Attends. Hop. Non, mais ça va pas, ça. Ou alors, tu ne bouges pas. Non, ça va pas. Hop, ici. Ok. Et maman, t'as vu? Moi, c'est comique. Bon, on s'en fout. Non, mais là, j'ai bien. Là, ici, j'ai une petite brise fraîche, comme ça, c'est sympa. Ça fait du bien. Là, tu peux chauffer maintenant. Ok. Bon. Je lis Check Anta Diop. Et puis après, on passe à la suite. J'ai parlé des mathématiques. J'ai parlé des représentations que j'avais données. Cette notion du soleil. En fait, aussi, mais j'en avais parlé dans les autres vidéos. Donc, ouais, le Ouroboros, Sekhmet, le nombre d'or, la spirale. Oui, j'ai raison, c'est bien ça. Donc, cette notion de l'énergie noire. Et maman, toi, tu vas loin. Hein. Donc, le champ, c'est l'océan cosmique. On parle d'un océan cosmique avec la répartition des couches de l'atome. Mais c'est ça. Hein. La barque de Ra, c'est... Ouais. D'où le besoin d'une barque. Tu as besoin d'une barque quand tu vas sur l'eau, chaton. Et donc les trous noirs sont c'est comme des synapses en fait. Les trous noirs sont comme des synapses. J'arrive pas à le prouver. Et là ici j'avais représenté. Maman, j'avais bien représenté. Donc le trône, donc il est représenté par l'escalier à 3 marches, qui était donc la référence à la spirale. Mais en fait la vidéo a prouvé que j'avais raison. Et là c'est des petites références de quand mon cerveau commence à cogiter là. T'as vu? Mon cerveau commence à cogiter, donc je commence à écrire des trucs. Alors voilà pourquoi on représente donc l'animal lion. Et puis finalement, tu te rends compte que même dans les Amériques, la représentation représente ça, c'est la porte du soleil. Et quand la porte du soleil se trouve... Donc ça veut dire que là, ici, ces derniers jours, on s'est retrouvé dans une énergie de rayonnement cosmique que vous l'ayez ressenti, que vous ne l'ayez pas ressenti, que vous... C'est dingue parce que ça a un impact sur le vivant, ça a un impact sur l'ADN. Chaque année, on est aspergé pour vraiment qu'on saisir ce que ça représente d'une énergie que tu ne vois pas, qui est encore plus forte que l'énergie radioactive, puisque c'est une énergie qui va préserver la vie et qui va l'amplifier. Voilà. Ouais, tu dis qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours. Chut. Va te faire foutre. Oh non, mais c'est quoi ça? Soit. Donc ici, donc les colonnes du grand temple des Karnak. Ici, donc ils vont représenter des fleurs. Ça ressemble à un dessin que je suis en train de faire. C'est mignon. J'avoue. En plus avec des serpents. Ce fameux serpent. En fait, ce fameux serpent qui a une espèce... En fait, c'est pas une colonne vertébrale, c'est le djed.
On voit qu'il y a cette forme qui va être représentée aussi sous forme de couleur des formes. Enfin, c'est le Wadjet, quoi. Donc ici, donc les représentations cubiques. Donc comment ils vont représenter. Donc ça, ce sont les croquis avant de créer des pyramides, des représentations rupestres. Je sais pas si ça va être rupestres, donc de murs. Je sais pas si c'est... Attends. Ouais, c'est ça. Je vais vérifier un truc, j'ai déjà oublié, hein, mon cerveau est déjà parti. Qu'est-ce que je voulais vérifier? Il faut que j'éloigne. Les appareils électroniques d'une source lumineuse, parce que ça les décharge. T'as vu? Par contre, en tout cas, moi j'aime bien le soleil. T'as vu? J'ai pas les mêmes dégaines quand je suis au soleil, chouchou. C'est une dinguerie. Je trouve ça mignon. Et donc ici, Civilisation en barbarie, page 397. L'origine, chapitre 71. Mais ici, c'est bon. Non, ici c'est l'image 71. Donc, origine de la spirale de la création. Donc, c'est un dessin d'indigène. Un dessin, pourquoi il met indigène? À mon avis, c'est pas Tchéko qui dit ça comme ça. Donc, vous avez la représentation ici. Vous voyez, c'est cette fameuse spirale. Tac, comme je vous dis, non. Donc, je pense que quand vous passez par là, vous parlez vers l'infiniment grand. Donc là, on est dans l'énergie, la fonction, donc le sens électronique, donc qui est anti-horlogique. Et donc, quand vous allez dans ce sens-là qui est horlogique, vous allez vers l'infiniment petit. Tac. Je savais plus, mais là, ici, il y avait juste avec le symbole, je l'ai repris. Donc, je lis ce petit paragraphe que j'ai trouvé super intéressant. Je vous dis, j'ai pas encore... on voit que le livre est encore trop net là pour que j'ai commencé à chipoter. Mais il y avait ce petit chapitre là qui m'intéressait. Mais je trouve que le livre, il faut que je le lise tout. Et en plus, j'avais commencé l'introduction, mais il y avait un truc qui m'avait un peu dérangé par rapport à l'historique en fait de la préhistoire. Je trouvais pas ça super... Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait une erreur. Du coup, j'ai un peu calé dessus parce que je me dis, comment ça toi? Toi là, tu vas commencer à remettre en question ce que tu es quand t'as déjà pas dit, t'es qui toi? Du coup, j'ai mis ça de côté, j'ai pas poursuivi. Je vais le faire. C'est pas une question de critiquer. J'ai l'impression qu'en fait, maintenant tout le monde le fait, quoi. Bon. Soit. Mais moi, voilà, je suis pas dans cette dynamique-là. L'objectif, c'est pas de critiquer, mais j'avais trouvé qu'il y avait un truc qui allait pas dans la chronologie donc, des populations préhistoriques, de la préhistoire. Par rapport aux références que j'ai, mais voilà, c'est aussi des références qui viennent de mes cours occidentaux, mais que j'ai développées toute seule. Hein. Voilà, les informations que je vous donne, c'est pas des informations que j'ai trouvées à l'école, mais que j'ai eu la base à l'école, mais que j'ai approfondie toute seule. Parce que j'ai toujours fait ma marronneuse. Soit, donc je continue. Donc, d'après ce texte, on voit que pour les Dogons, la Terre n'est pas le centre du monde. De même, la notion d'attraction, c'est-à-dire l'action à distance d'un corps céleste sur un autre. Merci papa Tchèque Dieu. T'as vu? Hein? L'infrarouge, l'exemple de la télécommande et de la télévision. C'est quoi? T'as vu? C'est tout. Cherche pas plus loin. C'est très simple. C'est l'énergie du plasma. Juste ça. Donc, d'un corps céleste sur un autre est nettement exprimé. Ils ajoutent, mais Digitaria n'est pas le seul compagnon de Sirius. L'étoile Emma, Ya, Sorgo femelle, plus volumineuse qu'elle, 4 fois plus légère, parcourt une trajectoire plus vaste dans le même sens et dans le même temps qu'elle, 50 ans. Et ça, je pense que c'est le professeur Dimbombaribok, excusez-moi si j'ai mal prononcé, qui en a parlé dans une de ses interventions. Je ne sais plus si c'est à la conférence. À un moment donné, il parle des Dogons et qui parle qu'il y a... Ah oui, je crois que c'est quand il fait... quand il explique sur le Bénou. Je
crois que c'est quand il parle du Bénou, qui a cette référence avec... attends, mais que j'ai trouvé, hein. En plus, c'est grâce à lui un peu que j'ai réussi à trouver cette source par rapport à la représentation des roules anciens. Il parle, parce qu'à un moment donné, il y a un groupe de médounetters qui font référence. Putain, j'ai fait 1/10 des images que je voulais montrer, mais bon, c'est pas grave. Si je peux faire ça, tant mieux. Et donc, il y a cette référence, parce qu'il y a... Tu vois, donc, il y a le médounetter qui fait des espèces de vagues. C'est pas anodin. Avec le pied et un espèce de poussin, là. C'est un bébé... faucon, je crois, je sais plus le nom. Et donc ça veut dire Bénou. Du coup, j'ai compris la logique de la phrase en médounetter par rapport à cette référence-là. Donc voilà, Dino Baribok. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. L'intervention était super intéressante. Et donc, l'oiseau Bénou, je l'avais trouvé en allant au musée du Louvre. Mais c'était intéressant que cette référence-là était reprise, en fait, quand il, dans un compartiment, je sais pas si il faut appeler ça comme ça, donc de la déesse Hathor, avec les bijoux. Donc c'est... Ah, toi aussi. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris, c'est tout. Donc, je continue. Donc, leurs positions respectives sont telles que l'angle de leur rayon serait droit. Donc, ça forme une espèce de L. Par contre, j'ai pas compris. Soit. Donc, pour les Dogons, les étoiles ne sont pas des simples points lumineux suspendus au ciel. Elles sont des trajectoires et des poids, des dimensions qu'on cherche à déterminer. Et donc là, c'est ça que je vous dis. Les équations paramétriques permettent de quantifier ça. Donc ça veut dire qu'ils maîtrisaient ça. Peut-être de manière instinctive, c'est comme l'exemple que je vous ai donné. Je dessine, et quand je dessine, je vais représenter des points liés les uns les autres par rapport à un espace tridimensionnel. Et c'est comme ça que tu crées des volumes. Donc, ces références donc, de mathématiques, et je vous jure, en fait, ils m'ont viré juste quand j'ai passé un examen sur mathématiques. J'ai rien suivi du cours. Strictement rien suivi du cours. J'ai arrivé, j'ai débarqué, ils m'ont dit c'est évaluation. Ok. Donc là, donc les équations vectorielles par rapport à la représentation d'un point dans un espace donné. J'ai passé l'examen. Chill. Ils m'ont même pas donné les résultats, mais je sais que j'ai réussi. Et je l'ai dit à ma prof de maths, je dis, mais je comprends, je n'arrive pas. Pour moi, ça me paraît logique parce que je fais du dessin. C'est juste une autre façon de représenter le dessin que je fais quand je dessine. C'est juste ça. C'est un autre langage, mais ça part de la même chose. C'est pour ça que les symboles m'interpellent. Et du coup, je me dis, je peux prendre l'initiative d'étudier les médounetters parce que je vais avoir un regard d'artiste. Et finalement, Champollion était un dessinateur aussi. Donc il y a des choses qu'il comprenait. Le problème, c'est que lui, il vivait dans une société profondément patriarcale où les femmes n'avaient pas lieu d'être et n'étaient pas considérées. Donc il y a des notions qui ont peut-être été mises de côté, hein, parce que dans une société patriarcale, ces notions-là ne pouvaient pas exister. Moi, en tout cas, c'est l'interprétation que j'ai par rapport au contexte historique du déchiffrage des médounetters et de la réalité sociétale dans laquelle les populations les ont découvert. Alors ouais, c'était tous des francs-maçons, ça aussi, c'est important. C'est un facteur influençant quand même, hein, Chatan. Ils étaient tous francs-maçons. Champollion était franc-maçon, son frère était franc-maçon, Vivant Denon était franc-maçon, ils étaient tous francs-maçons, chouchou. Et tous financés par la famille Rothschild. Et c'est un autre franc-maçon qui le dénonce dans son livre Les pyramides déchiffrées, je sais pas quoi. Je retiens jamais le nom de ce gars. Mais c'est un franc-maçon. Je sais plus le nom. Roger Guénon, c'est ça? René Guénon, Roger Guénon, un truc comme ça. Le gars, c'est un franc-maçon aussi, qui dénonce que finalement toutes les entreprises concernant l'égyptologie est franc-maçonne. Hein. Tous. Et ils sont dans une dynamique de supériorité du masculin. Donc, si tu as des médounetters, tu as des principes qui vont représenter l'énergie du féminin, c'est sûr qu'ils vont te le mettre de côté. Certitude. Parce que ça, ce sont des notions physiques, donc mathématiques physiques,
Donc des mathématiques appliquées à la physique. Et ça représente Hathor. C'est l'énergie d'Hathor. Et donc de ça, tu vas créer la matière, exprimée à travers les minéraux et la lithothérapie. Et l'architecture. L'architecture, à chaque fois que je bute avec ces deux mots-là, l'architecture, tout ce qui va être représentation scientifique, biologique, puisque la structure de ton atome, la structure des bases azotées, la TCG, etc., vont se mouvoir selon ces lois-là. L'infiniment grand, c'est pareil, tout n'est que fractal. Et c'est pas pour rien qu'on représente l'espace, matière noire, énergie noire, comme étant une femme noire, Nout. Mais ce sont des formations qui vont déchiffrer ça, tu crois qu'ils vont dire quoi? S'il vous plaît, un peu de cohérence. Faut arrêter ça. Bon. Donc, je continue parce que la phrase est super importante. Donc, pour les Dogons, les étoiles ne sont pas de simples points lumineux suspendus au ciel, elles sont des trajectoires et des poids, des dimensions qu'on cherche à déterminer, de même que le sens de leur parcours, la direction de leurs rayons et leur période de révolution. Donc, quand elles font un tour complet. Un tour complet, c'est une fréquence. T'as capté? Ainsi que l'action de leur rayonnement sur le comportement humain. Ah, si j'avais terminé. Donc voilà. C'est pour ça que tu fais la fête au Nouvel An. Tu te mets sur ton 31. Tu te fais beau. Et surtout, tu danses. Hein? Les Dogons donnent la trajectoire elliptique de Digitaria. Quand elle est près de Sirius, alors cette étoile paraît plus brillante. Et quand elle en est éloignée, elle donne l'impression d'un scintillement de plusieurs étoiles. Et j'ai vu ça. J'ai une application, c'est... j'ai plus le nom. C'est Maps, Star Maps, c'est un truc comme ça. Et donc du coup, tu peux observer en temps réel les constellations. Et j'ai vérifié pour voir si c'était juste ou pas. Donc genre, je prends l'application, je regarde dans la direction du soleil. Si l'application me montre le soleil, c'est bon. La lune, pareil. À un moment donné, je cherchais la lune, je la trouvais pas. Je me dis, mais putain, et donc je regardais, mais il y avait des arbres et tout, donc du coup, je voyais pas la lune. Et puis donc du coup, j'ai regardé l'application et je me dis, mais l'application dit que la lune, elle est là, et je la vois pas. Et puis j'ai attendu quelques minutes et puis je l'ai vue se lever, parce qu'en fait, elle venait juste de se lever, mais elle n'était pas encore visible, puisque il y a les arbres et tout qui fait qu'elle n'est pas très visible. C'est pour ça que c'est compliqué d'observer le lever héliaque de l'étoile Sirius, parce que selon l'horizon dans lequel tu te trouves, il y a des arbres un peu partout, tant mieux d'ailleurs. Et donc du coup, forcément, tu ne sais pas forcément voir la ligne de l'horizon, donc au moment où c'est levé. C'est pour ça que au lever héliaque de l'étoile Sirius, qui va marquer donc le nouvel an kamite, l'étoile Sirius n'est pas visible. Je le sais parce que je suis allée voir, j'ai vérifié. Et le lever héliaque, donc déjà, je ne l'ai pas fait, mais bonne année à tous, hein, a eu lieu entre le 12, la nuit du 12 au 13 août. Et c'est à partir de ce moment-là où l'étoile Sirius s'est levée avant le soleil. Je suis allée voir, mais le problème, c'est que en fait, les rayons du soleil percent l'horizon avant même le lever du soleil. Donc du coup, vous avez déjà une luminosité qui fait qu'on ne peut pas voir Sirius. Et donc du coup, et c'est peut-être ça qui a... Parce qu'il y a une période, je ne sais pas si ici à un moment donné il le dit, il y a une période où l'étoile Sirius est vraiment bien visible. Et en fait, c'est la période où elle se lève bien avant le soleil. Donc du coup, bien avant les rayons aussi du soleil, qui fait que je pense qu'elle est vraiment visible. Et comme ils le disent, ça a un impact sur tout ce qui est vivant. Donc même si toi tu te dis genre je vais me mettre dans un bunker, je veux rien savoir, les plantes vont recevoir cette énergie cosmique. Et donc du coup elles vont te donner l'information quand même, chaton, tu peux pas y échapper. T'as vu? Je trouve ça trop drôle. Moi j'adore ça, c'est trop chouette. Donc les Dogons parlent d'une âme mâle et d'une âme femelle, deux paires de rayons. Il s'agit bien de principes contraires. Les syzygies de la cosmogonie
hermopolitaines qui sont à la base de la création de l'univers. Et c'est peut-être ça que je disais, cette notion-là que je n'ai pas inclus dans mes calculs concernant l'étoile Sirius et son lever héliaque. Et donc du coup c'est ça aussi qu'on parle du coup, donc, parce que Sirius représente finalement Isis Hathor, la déesse Isis Hathor, qui a un fils. Et ce fils, en fait, c'est le soleil ici. Parce que le soleil est nourri... Mais oui, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Le soleil est nourri par les rayons cosmiques de l'étoile Sirius, qui est sa mère. Voilà pourquoi on parle de la mère et le fils. Et pourquoi on va représenter cette polarité donc du soleil comme étant masculin, c'est parce que nous, on a l'angle d'observation de l'intérieur de la Terre, donc de l'intérieur d'une de ces planètes telluriques. Et qui va ici être représentée par la déesse Hathor. Pourquoi? Parce qu'elle est le carbone. Elle est le fruit... Ah, attends. Ça devient compliqué, je vais pas me lancer dedans, mais ça demande quand même réflexion. Non, parce qu'elle a un cœur en fer. De minerai de fer. Moi, je pars quand même du principe que de cet angle de vue, la Terre est perçue comme étant féminin. Et représentant Hathor, puisqu'elle va abriter les enfants d'Horus, qui sont ici sur le plan astrophysique, ces rayons. Et ces rayons stellaires, en plus, le pire, c'est que tu peux l'entendre à travers notre soleil, parce que ce sont ces rayons qui vont apporter la vie sur cette Terre, mais tu ne peux pas l'entendre d'une autre étoile.